Bonjour, Eric Gibaud, et aujourd'hui je voudrais parler d'un truc important. Pour la majorité des gens, la photographie est un art, mais il ne faut pas oublier que la technique et la technologie est au service de notre créativité. Et souvent, il y a des choses qu'on pense qui sont d'une manière, en fait, ne sont pas forcément de cette manière, ou des accessoires, ou des choses qu'on utilise, et on ne l'utilise pas forcément correctement, et donc ça peut affecter le résultat qu'on aimerait avoir sur nos photos. Donc, on va parler de ça, 5 points qui me semblent intéressants et important. J'espère que ça t'aidera. Moi, ça m'a aidé de commencer à faire gaffe à ce que je faisais, donc peut-être que ça t'aidera toi aussi. Mais avant ça, je vais remercier mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Si jamais tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, n'oublie pas 2 points importants. Le premier, si tu veux utiliser ton CPF, compte personnel de formation, pour te former, n'oublie surtout pas que si tu veux le faire à la retraite, il faut t'inscrire avant ton départ en retraite, sinon tu ne pourras plus l'utiliser. Il y a d'autres moyens, mais pas le CPF. Et évidemment, tu n'es pas du tout obligé d'attendre la retraite pour te former. Et si tu voulais déjà en profiter, tu aurais juste à rajouter environ 103 € à ton pécule CPF. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Enfin, 103 € du moment où ça couvre le prix d'une formation, évidemment. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Mais je te laisse donc leur téléphone qui est gratuit. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer en parlant du flash. Alors ça c'est un flash Cobra tout bête, mais ça peut être un flash studio, peu importe. Tout ce que je vais raconter, ça marche aussi bien sur du flash Cobra qu'un autre. Alors beaucoup de gens pensent qu'en fait, quand tu fais une photo à pleine puissance, comme ça, si tu décides ensuite d'aller à la moitié de la puissance, descendre à un 2, à un deuxième, ou même moins, hein, on s'en fiche, tu penses que ça envoie la moitié ou le quart ou le dixième de puissance. En fait, ça marche pas comme ça. Comment ça, ça marche pas comme ça? Là, il y a un condensateur qui se charge à bloc. Quand je suis à pleine puissance, ça va envoyer la sauce pour directement vider. Alors, je vais changer un truc là. Bouge pas. Voilà, pour qu'on voit mieux. Voilà. Tu vois, pour ça. Je vais changer l'angle. Okay, on verra après sur le point suivant. Ça va envoyer toute la sauce 100%. Si je décide de mettre la moitié de puissance, ça envoie la même sauce, mais la moitié du temps. Tu dis, mais attends Eric, c'est la même chose. L'exposition sera correcte et ça m'enverra la moitié de la lumière. Oui, mais la moitié du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'au niveau de l'exposition, ça ne change absolument rien. Si toi, tu as besoin d'envoyer la moitié de lumière, que ce soit à pleine puissance la moitié du temps ou envoyer réellement la moitié de la puissance, c'est la même chose. Mais à usage du flash, ça change beaucoup de choses suivant le type de photo que tu fais. Si tu es en train de faire des photos d'une nature morte, mais tu t'en fiches que ce soit la moitié du temps, le quart du temps, le dixième du temps, peu importe. L'important, c'est la quantité de lumière qui arrive. Par contre, imagine, tu es en train de me faire une photo, là, imagine, il n'y a pas ces lumières qui sont là, il y a juste le flash qui m'éclaire. La première photo, je suis comme ça. Je ne bouge pas. Peu importe la durée de l'éclair, ça n'a pas d'importance. Mais la deuxième photo, je suis comme ça. Je bouge mes mains. Eh bien, imagine que la durée d'éclair soit trop lente. C'est-à-dire plus lente que ce qu'il faudrait pour figer mes mains. Eh bien, je ne vais pas réussir à figer. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable d'être conscient de ce point, que la durée de l'éclair a une importance dès que tu fais de la photo d'action. Parce que ça peut influencer énormément le flash que tu achètes et comment tu l'utilises. Si par exemple je fais de la photo en intérieur ici, je suis le seul à être éclairé, eh bien j'ai pas forcément besoin d'un flash très puissant. Donc je pourrais toujours monter les ISO si je veux, mais je peux descendre énormément la puissance. Donc le temps de l'éclair sera plus court. Et comme le temps de l'éclair sera plus court, ça me figera beaucoup plus le mouvement ou complètement le mouvement. Mais imagine que je suis en lumière mixte, comme là, ou en extérieur. Si je descends la puissance, en théorie, oui, ça figera le mouvement, mais dans la pratique, j'arriverai pas à éclairer suffisamment mon sujet sans que ça pose des problèmes avec la lumière déjà présente, la lumière ambiante. Donc dans ce cas-là, il est plus logique d'acheter un flash beaucoup plus puissant, l'utiliser à une puissance inférieure, parce que, en fait, même si on dit puissance, ce qu'il fera, c'est envoyer un coup d'éclair plus court qui congélera le mouvement. Mais comme j'ai acheté un flash beaucoup plus puissant, il y aura quand même de la lumière suffisante pour correctement éclairer.
Et ça, c'est super important de le comprendre, parce que sinon, on achète le flash qui n'est pas ce qu'il faudrait qu'on achète en fait. Il faudrait quelque chose de plus puissant pour utiliser ami-gaz ou carte de gaz ou un dixième de gaz pour avoir encore assez de lumière pour quand même congeler le mouvement, figer le mouvement. Alors, quand tu vas acheter un flash, il y a des informations techniques. Il y a ce qu'on appelle le T01 et T05. C'est la durée de l'éclair. Alors, je vais te lire la phrase parce que sinon, je ne vais pas me rappeler moi-même. Le T05, c'est durée pendant laquelle l'éclair reste au-dessus de 50% de son intensité. Et le T01, c'est la durée pendant laquelle il reste au-dessus de 10% de son intensité. On peut dire, mais ça veut dire quoi ça? Eh bien, imagine que je suis en lumière mixte, par exemple. Ce résiduel 10%, probablement, c'est pas trop un problème. Mais quand je suis en lumière exclusive, éclairée par ce flash, et je suis en train de bouger mes mains, si ça se trouve, ce petit résiduel 10% va être suffisant pour voir mes mains bouger. Donc, il faut faire attention quand tu achètes un flash de bien garder les deux numéros. Par exemple, un flash, ça imagine un 1 à pleine puissance, qui fasse 1 millième de seconde, l'éclair. Normalement, c'est un peu moins, c'est des exemples, hein, ok, c'est un peu moins. Après, ça dépend de la qualité des flashs, mais 1 millième de seconde. Sur le T05, mais sur le T01, il a 1 350e de seconde. Donc, il est possible que cette traînée à 10% soit pas suffisante pour figer le mouvement. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'achète un flash beaucoup plus puissant, l'utiliser par exemple à 1 16e de seconde, 1 16e de puissance, pardon, qui me ferait un éclair congelé à 1 10 millième, qui me ferait un éclair de 1 10 millième de seconde, ce qui figerait le mouvement, ou même le T01 ferait 1 4 millième de seconde et serait sûrement suffisant pour figer le mouvement. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Quand tu es sous flash, c'est pas la vitesse de ton opérateur qui fige le mouvement, c'est ton flash. Donc c'est très important de prendre ce concept que quand tu achètes un flash, il faut bien penser pourquoi c'est faire, et si c'est pour faire de la photo d'action, il faut une durée d'éclair qui soit suffisamment courte pour figer l'action. C'est important. Alors comme on est sur le flash, on va continuer sur le flash TTL, parce que je vois il y a quelques concepts qui sont faux chez certaines personnes. Alors le TTL, comment ça marche? C'est le flash, ça envoie un pré-flash qui éclaire la scène, qui revient à travers l'objectif, donc through the lens, TTL. L'appareil mesure ce qui est revenu, donc est capable de décider quelle quantité de lumière envoyer sur le coup de flash définitif. Alors attention, toi tu vois qu'un éclair, hein. Même il y en a deux, mais tu n'en vois qu'un. Okay, c'est ultra rapide. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette mesure va le faire. Et je me rends compte que certaines personnes pensent que cet éclair, en fait, mesure une distance, et ensuite adapte le zoom pour changer la largeur du faisceau. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est deux choses indépendantes. Le TTL, c'est pour mesurer la quantité de lumière qui arrive sur ton sujet et qui revient à travers l'objectif, et donc savoir quelle quantité définitive envoyer sur le flash principal, sur l'éclair principal. Et le zoom, c'est quelque chose complètement à part qui sert à... Alors, je vais changer le zoom, par exemple, pour que tu vois, là. Je change, attends, pardon, voilà. Tu entends le moteur d'ailleurs qui change. Ça sert à quoi? Là, il y a un Fresnel. Tous les flashs n'ont pas des zooms, hein, attention, mais là, il y en a un. Et qui va changer la largeur, effectivement, du faisceau pour essayer de couvrir la focale de ton appareil photo. Si, par exemple, tu es avec un grand angle, tu ne veux pas qu'il y ait que le milieu qui soit éclairé, tu veux qu'il y ait toute la scène qui soit éclairée. Eh bien, là, c'est pareil. Donc, il y a deux moyens de le faire. Tu peux le faire manuellement, comme là, j'étais en train de faire sur l'appareil. Faire là, je mets 70 mm par exemple, ou 24 mm, je peux le faire. Ou quand il y a communication correcte avec ton boîtier indique quel objectif est monté, quelle focale il est, et règle le zoom de manière automatique. Dans ce cas-là, sur cet appareil, vraiment, tu mettrais le A, et automatiquement, l'appareil va communiquer le chiffre. D'ailleurs, si la tête de zoom arrive dans ce cas-là jusqu'à 24 mm, et toi, tu imagines que tu es un 16 mm monté sur ton appareil, eh bien, on ne va pas couvrir complètement. Donc, il y a un accessoire qui est là, que tu peux sortir, qui a un Fresnel supplémentaire qui va agrandir encore l'angle. Mais il faut bien comprendre ça. Le TTL, c'est une mesure d'exposition. Ça n'a aucun cas une mesure de distance, ni décision sur le zoom qui est complètement indépendant. Alors, le TTL a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est quand tu es dans une situation instable de lumière, rapidement, il va te faire la mesure.
mais le problème, c'est que la mesure, il a fait à chaque photo. Imagine, j'ai un t-shirt noir et une barbe blanche. S'il tape là la mesure, ça donne un résultat. Si ça tape là, ça donne un autre. Donc, entre deux photos, je peux avoir des différentes expositions. C'est pour ça que quand tu es en situation stable, il est plus logique de travailler le flash en manuel. Ça t'évite cette erreur. Mais dans le cas où tu ferais une série de photos et tu es quand même en TTL, il y a une possibilité de bloquer l'exposition du flash après ta première photo si elle est correcte. Imagine, tu as fait la première photo, ça sort bien, eh bien, faut regarder le mode d'emploi de ton appareil photo, mais par exemple sur Canon, tu appuies sur le bouton Astérix qui est à l'arrière et ça va bloquer l'exposition sur les photos suivantes. Donc, si la première est bien, les autres seront bien aussi. Donc, c'est important de bien comprendre comment marche le TTL. Pas oublier que le zoom, ça n'a rien à voir avec la lumière TTL, la largeur du faisceau lumineux, rien à voir, ça ne calcule pas de distance, mais ce qui est important, c'est de savoir comment se fait la mesure, c'est à travers l'objectif, c'est un pré-flash, et ça veut dire aussi que, comme ça fait une mesure entre chaque photo, eh bien, il peut y avoir un résultat différent entre chaque photo. Donc là, il faut bien savoir où bloquer ton exposition, ou passer sur un mode manuel de flash. Voilà. Point suivant. Dans certaines de mes vidéos, on me voit avec une cellule, pose-mètre, tu dis comme tu veux, flash-mètre, et certains m'ont demandé si on utilisait la boule, la sphère sortie ou rentrée. Beaucoup de gens l'utilisent d'une manière ou d'une autre sans vraiment savoir pourquoi. En fait, c'est très simple. Là, je te mets une capture du mode d'emploi du Sekonic, mais ce que je dis, ça marche pour absolument toutes les cellules. En fait, tout simple, tu fais la photo d'un sujet tridimensionnel, une personne, une nature morte, des immeubles, bah, c'est 3D. Donc il faut que la boule capture la lumière comme elle va probablement, comme ton sujet le recevrait. Donc 3D, donc boule sortie. Par contre, sphère sortie. Par contre, vous savez ce que c'est une sphère, parce que la boule, c'est pas une boule en fait, c'est une sphère. Enfin bon, on va pas entrer dans les détails. C'est une demi-boule en fait, c'est une demi-sphère, voilà. Et donc, c'est l'hémisphère, ça s'appelle. Et donc, si tu veux faire une photo de quelque chose de plat, ben, par exemple, une reproduction de tableau, ou une reproduction d'un manuscrit, ou un mur, ben, il reçoit la lumière de manière plate. Dans ce cas-là, tu rentres la boule. C'est aussi simple que ça. Alors, dans quel cas utilise-t-on aussi la boule rentrée ? Quand tu veux faire des mesures de contraste, si ton flashmètre te le permet, ou si tu sais faire les calculs, tu as effectivement rentré la boule pour des différences de contraste entre deux sources de lumière. Okay ? Autre possibilité, tu veux la lumière en luxe. Alors ça dépend des flashmètres. Celui-ci te permet d'avoir la lumière en luxe, que ce soit un flashmètre ou une lumière continue, et ça va m'indiquer en luxe. Mais ça, c'est pas fait pour faire des mesures pour des photos ou des vidéos, mais pour savoir ce qu'a dans le ventre le flash. Il a dit, il a tant de luxe à tant de telle distance, par exemple, tu vois. Donc ça permet d'évaluer la qualité ou la quantité de lumière émise. Mais c'est pas un truc qu'on fait pour mesurer. Alors oui, il y a certains qui utilisent la boule toujours sortie, que ce soit plat ou pas, et d'autres, quand ils font de la lumière ponctuelle, préfèrent avoir la boule rentrée. Mais c'est une question de goût personnel, en aucun cas, ni une obligation, ni rien. D'ailleurs, les fabricants expliquent clairement comment, en lumière, peu importe si c'est une lumière ponctuelle ou pas, ce qui compte, c'est le sujet photographié. Donc, s'il est 3D, on sort. S'il est plat, on rentre. C'est aussi simple que ça. Après, on va parler de l'orientation de cette boule. Vers où? Alors, il y a deux écoles. Il y a l'orientation qui est vers l'appareil photo. Alors, évidemment, je parle de mesures incidentes. Je ne suis pas en train de parler de mesures réfléchies. Hein. Je parle d'utilisation du flashmètre ou du posemètre. Flashmètre quand c'est du flash, posemètre quand c'est de la lumière continue. Enfin, les appareils maintenant font tout en même temps. Voilà, donc voilà. Mais donc, on parle bien de mesures incidentes. Donc, tu fais ta mesure, peu importe si c'est lumière continue ou flash, peu importe, tu fais la mesure, et la boule, tu orientes vers l'appareil photo, et la mesure qui est là, c'est celle qu'il faudra indiquer sur ton appareil. Par contre, il y a une autre école, c'est celle de Dean Collins, il y a plus de 40 ans. Lui, il l'oriente. Alors là, c'est orientable, hein, ok, sur celle-là. Mais s'il n'était pas orientable, je pourrais parfaitement tourner ma cellule vers la source de lumière. Et Dean Collins a montré que quand tu orientes vers la source de lumière, dans ce cas-là, il faut changer ton exposition de plus 1/3 de EV. Ok ? Parce que il faut faire une compensation, voilà. Donc plus 1/3 de EV. Donc comme tu veux, ou tu mets vers l'appareil, tu mets ce que dit l'engin, ou tu mets vers la lumière et tu fais plus 1/3. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que tu n'oublieras pas, tu fais la photo de quelqu'un
modèle, personne, portrait, tout ça. Donc c'est quelqu'un de 3D. Pour la mesure de la lumière, tu fais la sphère dehors. Tu fais la photo d'un cadre, c'est plat, c'est plat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Il y a un petit bouton rejoindre dessous. Pour seulement 1,99 € par mois, ça me file un coup de main. Et tu reçois une petite étoile à côté de ton nom. Et comme ça, je sais que tu m'aides et je réponds à tes questions en priorité. J'ai aussi des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Petit un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, si tu veux acheter Luminaire Neo ou Aperty, tu as 10% de remise avec le code ERIC10. Même actuellement, qu'il y a des super offres sur le Black Friday, tu mets quand même le code, c'est encore moins cher pour toi. Et avec ERIC20, tu as 20% de remise sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Et tu as 20% de remise en temps normal. Durant le Black Friday, c'est 25% même avec le même code ERIC20, hein, 25%. Donc, profites-en. Mille merci, ça m'aide énormément. Continuons. Alors, récemment, j'ai lu que certains pensent qu'il n'existe pas de diaphragme plus ouvert que f1. Alors moi ça m'a surpris parce que déjà il y a j'ai un objectif ici que j'ai présenté sur ma chaîne, un TT Artisan 0,95. Il y a le Leica Noctilux qui est à 0,95, 0,95 suivant où tu te trouves. Il y a le fameux 50 mm 0,70 qu'utilisait Stanley Kubrick au cinéma. Il y a un Volander 0,95, il y a un Nikon actuellement de 0,95. Donc je sais pas l'histoire. Alors il y a une formule toute simple, c'est n égale petit f sur d. Mais bon, on va oublier les formules, je vais t'expliquer simplement. Le diaphragme. Tu prends ta focale, par exemple un 50 mm, tu prends ton mètre, tu mesures la taille du trou, eh ben, c'est la focale par divisé par la taille du trou en millimètres. Par exemple, un 50 mm, si le trou mesure 25 mm de diamètre, eh bien, c'est un f2. Si ce trou mesure 50 mm sur une focale 50, bah, tu as f1. Et s'il mesure 70 mm, la taille du trou, 50 divisé par 70, ça fait 0,71 de diaphragme. Donc un f0,71. Donc oui, ces objectifs existent. Alors, pourquoi, à quoi ils servent? Il y en a certains qui les utilisent parce que c'est une question de luminosité, d'autres c'est pour une question de profondeur de champ, d'autres c'est un aspect que ça donne, peu importe. Mais donc, si tu pensais que le maximum en diaphragme c'était f1, c'est pas le cas. Il existe des trous, si je peux dire, des diaphragmes beaucoup plus ouverts que f1. Souvent très cher d'ailleurs. Voilà, enfin, ça existe. Alors, le dernier point. Eh bien, souvent, on pense que la photographie numérique, ça marche comme la photographie argentique et vice-versa. Et combien de fois on a cette personne qui dit « Eh bien, ma cellule m'a dit qu'il faut que j'ai un temps d'exposition pour une pause longue de 5 minutes. Et aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas faire du numérique, je vais faire de l'argentique. Je fais ma photo de 5 minutes d'exposition et elle est sous-exposée. » Pourquoi? Parce que je pense que ça marche pareil, et ça marche pas pareil. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'équivalence fausse entre chimie et numérique, la loi de la réciprocité. Alors il y a une formule, je lis parce que je déteste les formules, c'est E égale I par T. Bon allez, tu peux jeter la formule, je t'explique en français. Simplement, eh bien, il y a une compensation à faire. Laquelle? Eh ben, ça dépend de la pellicule. Normalement, ça peut être marqué à l'intérieur quelquefois, ou sur le site web du fabricant de la pellicule qui t'indique cette loi de réciprocité. En fait, simplement, à partir d'un certain temps, il va falloir allonger l'exposition parce que l'émulsion n'arrive pas à capturer la lumière. C'est quelque chose qui n'existe qu'en argentique, non pas en numérique. C'est important. Donc, par exemple, si on prend, ça c'est une Ilford HP5+, mais si on prend une Ilford Delta 100, par exemple, eh bien, le facteur P est de 1,26. Ça veut dire que, je lis, hein, alors comme c'est des formules pour me planter, je te le dis, hein, si tu as un temps mesuré à ta cellule de 2 secondes, eh bien, il faudra que tu exposes 2,5 secondes. Si tu as un temps d'exposé de 30 secondes, eh bien, il faudra que tu t'exposes de 74,8 secondes. Donc, en minutes, ça fait 1 minute 15. Et si tu avais un temps à ta cellule qui disait 30 minutes, eh bien, quand tu vas faire de l'argentique sur une Delta 100 de Ilford, il faudra une exposition de 2h46 et non pas de 30 minutes.
C'est pour ça que c'est important de bien comprendre que c'est pas la même chose l'argentique que le numérique à ce niveau-là. Gros avantage évidemment du numérique dans ce cas-là, mais ça veut dire que bah oui, si tu fais pas attention à ça, à partir du moment où tu passes les 12 secondes d'exposition, il faut déjà faire la loi de réciprocité pour avoir les bons calculs et les bons temps d'exposition pour ton argentique. Ça veut dire que n'oublie pas, si ça te disait par exemple 10 minutes d'exposition sur ta cellule, eh bien il faut que tu fasses 53 minutes quand tu es en argentique, alors qu'en numérique tu restes en 10 minutes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je voulais faire des photos de pose longue avec la flotte qui est filée sur la mer et tout ça, j'ai fait en argentique, c'est une catastrophe, c'est sous-exposé. » Eh bien, c'est la raison. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est pour toi. Si tu veux faire l'argentique, n'oublie surtout pas que sur les poses longues, il faut que tu fasses une compensation. C'est pas universel pour toutes les mêmes, la même chose pour tous les films. Donc, tu dois consulter sur le site web du fabricant pour voir quelle est la compensation exacte à faire en fonction de la pellicule que tu utilises. Eh bien voilà. J'espère que ces 5 petits conseils peuvent être utiles. En tout cas, dans le cas du dernier, ça peut être super pour ne pas avoir toutes ces photos sous-exposées, ce qui est un peu embêtant, et ne plus rien voir. Parce que 10 minutes de 53, je te dis que tu t'en rends compte rapidement. Voilà, rapidement après, voilà. Et certainement, toi aussi, tu as des choses comme ça que tu faisais mal, et un jour, tu t'es rendu compte que c'était pas bien, ou on te l'a expliqué, ou tu t'es rendu compte toi-même. Donc, ça serait vraiment sympa que tu le mettes en commentaire, parce que dans une prochaine vidéo, je pourrais parler de ces choses qu'on pense qu'ils sont d'une manière et en fait sont d'une autre, et ça aide tout le monde quand on les partage. Donc je te remercie d'avant. Mais avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices à faire, des exercices pratiques que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, qui t'encourage, qui te corrige et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Tu leur exposes tes envies de formation et ils te diront quelle est celle qui correspond le plus à tes besoins, de ce que tu recherches. Et ils te parleront aussi de tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Oh. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc, évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail. Tu lui exposes tes envies de reconversion vers la photographie. Tu lui parles d'Arvia et t'expliqueras comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors, c'est vrai que le mot est très élégant, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire auto. Donc, tu t'autofinances, tu as l'argent, tu payes. Autre possibilité, le célèbre CPF, compte personnel de formation. Alors, il y a des points importants. Quand je parle du CPF, donc c'est un pécule qui s'accumule chaque année que tu travailles. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Donc, certains me disent, je l'utiliserai à la retraite. Alors oui, tu peux l'utiliser à la retraite, mais seulement si tu t'inscris avant ton départ à la retraite. Donc, n'oublie pas, tu pars en retraite, tu veux te former à la retraite, inscris-toi avant le départ, sinon il te restera le cadeau de Noël, l'anniversaire, l'autofinancement, mais plus le CPF. Et pourquoi attendre la retraite pour te former? Mais il n'y a pas à attendre, tu peux déjà en profiter. Alors, il suffit que ton pécule CPF couvre le prix d'une formation et tu auras juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Forme-toi, c'est vraiment utile de se former, ça aide. Donc, comme j'ai dit, le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version française, mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Il y a un petit bouton rejoindre dessous pour seulement 1,99 € par mois.
tu recevras une petite étoile à côté de ton nom, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que je te réponde à tes commentaires en priorité et que tu me files un coup de main et je t'en remercie. J'ai aussi des liens affiliés en description. S'il te plaît, utilise-les, ça m'aide énormément. Et si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement leur code promo sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo Aperti, en plus des offres qu'ils ont. Donc même là, il y a des super offres de Black Friday, mais quand même le code, et c'est encore moins cher pour toi. Et avec Eric20, tu as 20% de remise sur Ken Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Et durant le Black Friday, ce Eric20 te donne 25% et non 20%. Ok, mais sur Eric20, c'est toute l'année. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Donc je te remercie. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!